Bien, bonjour à toutes et tous, bienvenue donc dans cette deuxième journée. Je ne pouvais malheureusement pas être présent hier, mais je n'ai entendu que des échos positifs sur cette première journée, donc nous sommes face à la tâche de faire au moins aussi bien. Je suis certain que ça devrait être le cas. Donc je vais présider, mais je vais devoir aussi exercer le rôle d'orateur, donc je vais essayer de bien tenir le temps de tout le monde, sauf peut-être de moi, donc ça on verra comment ça se passe. Mais on va essayer de ne pas perdre trop de temps et de démarrer tout de suite pour laisser un maximum d'espace aux échanges et aux questions qui pourront suivre les 4 interventions. Donc la première de ces 4 interventions, c'est notre collègue Patricia Popelier, et pas Popelier comme c'est sur la petite pancarte, Popelier, qui est professeur de droit constitutionnel à l'Université d'Anvers et qui a en particulier mené de nombreux travaux sur les questions relatives au fédéralisme. Et elle va nous présenter une communication intitulée « Confiance et fédéralisme ». Alors on va vérifier évidemment, c'est le premier, que tout fonctionne. Ça devrait être le cas. Voilà, donc là on est sur le panel, et donc à mon avis le suivant. Voilà, Patricia, je te laisse la parole. Merci bien. I'm going to do this in English. Alors, je vais faire ma présentation en anglais. Tout d'abord, merci de m'avoir invité à cette magnifique conférence sur la confiance et le droit. Je vais vous parler de la confiance et du fédéralisme. Je vais vous parler d'une multitude de systèmes qui ont des répartitions du pouvoir sur des entités territoriales et on dit parfois que c'est le plus difficile dans la recherche et ce que nous allons faire, c'est quel est le rôle de la confiance dans tout ça. Et je vais vous parler beaucoup de théories, d'hypothèses, mais pas de conclusion pure parce que cette recherche n'est pas terminée. Alors, tout d'abord, des questions de base sont est-ce que la confiance détermine la conception du système politique? Est-ce que ça a un impact sur le fonctionnement du système politique? Et ensuite, il y a une question plus juridique. Est-ce qu'on peut ajouter des obligations juridiques, légales de faire confiance? Puisque si la confiance est très importante pour le système politique, est-ce qu'on peut imposer ou exiger de la confiance des personnes qui nous dirigent? Et on a entendu hier de Raquel, par exemple, que la confiance n'est pas quelque chose que l'on peut commander. C'est quelque chose que l'on accorde ou pas. On fait confiance ou on ne fait pas confiance. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir y parvenir en 25 minutes. Nous verrons. Sinon, je vous parlerai des conclusions. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on entend par système fédéral et qu'est-ce qu'on entend par confiance? Tout d'abord, un système fédéral. Alors, je ne vais pas trop en parler parce que je dois vous en parler un peu parce que c'est la base de ce dont je vais vous parler. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un système fédéral? Parfois, ça prête à confusion, c'est très complexe. C'est un mot qui parfois est un peu provocateur pour certains chercheurs européens ou du Royaume-Uni également. On dit parfois que le Royaume-Uni ou l'Union européenne est un système fédéral. Et il y a ensuite le fédéralisme traditionnel de l'Allemagne, des États-Unis, qui disent nous avons une fédération de systèmes. Et les autres disent c'est presque un système fédéral, mais pas tout à fait. Alors, si on regarde les choses de manière plus large, on peut faire la distinction entre le fédéralisme en tant que principe et ce qui m'intéresse, c'est la dynamique fédérale et toutes les dynamiques entre différents niveaux d'autorité, autorité territoriale. Et donc, on peut appeler cela un système à plusieurs niveaux qui est beaucoup plus neutre et les fédérations à ce moment-là ne sont qu'un type de système à plusieurs niveaux. Alors quand on regarde la théorie constitutionnelle de systèmes fédéraux,
on essaie de voir quand est-ce qu'on a vraiment un système fédéral qui est basé sur un contrat fédéral. Et je crois qu'on peut faire la distinction entre les systèmes fédéraux qui sont un type ou une catégorie de système à plusieurs niveaux et la fédération qui est un type de système à plusieurs niveaux. Donc, ce qui m'intéresse le plus, ce sont les systèmes à plusieurs niveaux de manière générale. Et ma définition des systèmes fédéraux, c'est que ce sont des systèmes qui sont en quête d'un équilibre défini constitutionnellement, mais toujours à la recherche de cet équilibre entre la cohésion et l'autonomie. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Alors, l'autonomie, on sait ce que c'est parce que la théorie fédérale concerne l'autonomie. C'est la capacité à s'organiser pour ces entités autonomes de décider de politique et c'est en partie programmé parce que c'est défini que pour assurer la défense de ses intérêts. Donc, il y a une part de contrôle. La cohésion concerne l'intégrité de tout le système, le ciment, à travers un respect mutuel et un intérêt commun. Donc, ça n'est pas la centralisation et ça n'est pas l'opposé de l'autonomie. On peut avoir beaucoup d'autonomie et beaucoup de cohésion. Donc, c'est autre chose. Il s'agit de prise de décision conjointe, mais en recherchant le bien commun, pas simplement de garantir vos intérêts personnels ou locaux. Il y a de la solidarité interrégionale. Alors, ce que l'on sait, c'est que l'équilibre fédéral dans la théorie, c'est l'autogouvernement et le gouvernement partagé, qui est donc partagé le gouvernement pour assurer la protection de ses intérêts, mais il s'agit toujours d'autonomie. Et quand on regarde les dynamiques fédérales, il s'agit toujours de regarder la centralisation et la décentralisation. Mais ce qui manque, ce sont les dynamiques d'intégration et de désintégration. Et là, il s'agit de plus ou moins de cohésion. Et donc, l'équilibre défini constitutionnellement, cela veut dire qu'on peut définir l'équilibre dans le système constitutionnel. C'est mis par écrit, mais c'est également contesté. Cela veut dire que ça peut changer. Il peut y avoir plus ou moins d'autonomie et de cohésion. Et si on fait cela, à partir de cet équilibre, on peut distinguer 9 types de systèmes à plusieurs niveaux qui ont plus ou moins d'autonomie avec plus ou moins de cohésion basse, moyenne et haute. Et donc, si vous regardez cela du point de vue de la théorie constitutionnelle, Tinis nous dit qu'il n'utilise pas la terminologie de cohésion et d'autonomie, mais ça revient à ça. Tierney nous dit qu'il faut qu'il y ait une cohésion et une autonomie qui ait du sens, mais il ne définit pas ce que c'est. Donc, on peut traduire cela dans cette théorie. Ça veut dire qu'on a besoin au moins d'une autonomie moyenne et d'une cohésion moyenne. Cela veut dire qu'il faut pouvoir mesurer pour savoir ce qui est moyen, ce qui est faible, ce qui est élevé. C'est pour cela que j'ai développé des indicateurs pour mesurer l'autonomie institutionnelle, la cohésion institutionnelle dans le système. Et je ne vais pas vous ennuyer avec tout cela. J'ai quelques exemples, mais nous allons passer. Alors, si on utilise ces indicateurs pour la Belgique, c'est que nous sommes déjà une confédération. Donc la NVA n'a plus à se battre pour son programme, c'est déjà là. Mais quand on regarde les choses du point de vue des plus grandes entités, si on regarde cela du point de vue de la communauté germanophone,
ils n'ont qu'une autonomie moyenne. Et ça, c'est parce qu'on a un système asymétrique, c'est-à-dire que certains ont plus d'autonomie que d'autres. Cela veut dire également que l'on peut mesurer l'asymétrie constitutionnelle. Combien d'asymétrie est-ce qu'on a exactement? Donc, on a fait cela pour beaucoup de systèmes divisés. C'est souvent dans les systèmes à plusieurs niveaux que l'on trouve cette asymétrie. Alors, pour moi, cela veut dire que le Royaume-Uni et l'Espagne sont au moins des systèmes à plusieurs niveaux et peut-être même des systèmes fédéraux. Et la Hongrie également passe dans sa relation avec l'Union européenne en tant qu'État membre de l'Union européenne. C'est également une confédération, donc un système fédéral. Et alors, j'ai utilisé cet exemple parce que cela nous montre quelque chose sur les tensions, mais également pourquoi la cohésion est importante. Si on regarde le cas de la Hongrie, qui aujourd'hui a des valeurs qui ne correspondent plus vraiment les valeurs que nous avons dans l'Union européenne. Ça pose problème. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on entend par confiance ? Il y a beaucoup de types de confiance également, et on peut parler de la confiance politique. C'est une confiance que les citoyens placent dans les gouvernements. Et dans ce cas-là, il s'agit de la confiance qu'ils ont dans le gouvernement central et les gouvernements régionaux, ce qui peut être tout à fait différente. Il s'agit de confiance sociale. Comment est-ce que les peuples se font confiance les uns aux autres, les communautés? Et il s'agit de confiance également entre élites. Est-ce que les gouvernements, les politiques au niveau régional font confiance ceux qui se trouvent au niveau central? Alors, est-ce que la confiance est importante pour ce système? Commençons avec la confiance sociale. Et l'idée est que le niveau de confiance sociale, c'est-à-dire comment les gens se font confiance, cela peut être un indicateur ou permet de prévoir le degré de cohésion institutionnelle, c'est-à-dire qu'on va organiser un système selon la manière dont les gens se font confiance. Ça, c'est une définition que l'on trouve lorsque lorsqu'on réfléchit à ce qu'est la cohésion sociale. La confiance sociale est une partie importante de cela. Donc ici, on voit la relation entre la confiance et la cohésion qui est importante pour mon concept. Voilà ce qu'un sociologue dit. Les institutions changent pour avoir une meilleure correspondance avec la base structurelle sous-jacente. Donc c'est ce que disait déjà Livingstone, c'est-à-dire que la structure sociale qui détermine la structure politique. Si cela est vrai, à ce moment-là, cela voudrait dire que la cohésion sociale détermine la cohésion institutionnelle. Et donc, on trouve des dispositions fédérales dans des systèmes où la population est parfois divisée. En même temps, si on regarde quels sont les systèmes les plus stables, des systèmes fédéraux qui continueront à exister probablement, on voit que ceux qui sont le plus stables sont les systèmes homogènes où les gens se ressemblent beaucoup. On a une identité nationale forte. Plus vous avez un État unitaire et homogène, plus vous êtes stable et plus il y aura de difficultés quand vous avez un pays avec des communautés différentes, avec des caractéristiques différentes qui vivent ensemble. Ça va être instable et ensuite on va rechercher une structure territoriale pour pouvoir s'accommoder de cela. Alors, les questions basées sur la confiance sociale sont: est-ce que la reconnaissance de la diversité dans les systèmes multinationaux, est-ce que c'est une condition d'intégrité au système dans son ensemble ou est-ce que c'est une menace? Donc, comment
Est-ce qu'il est probable d'avoir un système fédéral qui fonctionne bien si on a de la diversité, c'est-à-dire que la cohésion sociale va être inférieure à des sociétés plus homogènes? Et la grande question, c'est de savoir si les citoyens se font confiance pour pouvoir agir de bonne foi, si on a un système de solidarité pour s'aider les uns les autres, c'est-à-dire que les fonds, les budgets viennent d'un seul endroit, d'un endroit vers un autre. Est-ce que on a confiance pour utiliser, pour avoir une bonne utilisation de ces fonds et ne pas en abuser? Donc voilà quelles sont toutes les hypothèses que l'on peut formuler qui n'ont pas été testées. Je crois que des recherches seraient intéressantes dans ce domaine pour avoir une meilleure idée, pour voir à quel point la cohésion sociale et la confiance sont importantes pour le fonctionnement d'un système. Alors on a davantage de données pour la confiance politique, la confiance des citoyens dans les gouvernements, et ce que l'on sait des chercheurs dans le domaine politique, c'est que ces systèmes où les gens et les entités territoriales ont l'idée de ne pas être traités de manière juste ou pas traités avec respect, ne font pas confiance au gouvernement central, mais font confiance aux gouvernements régionaux dans ces systèmes où on a le sentiment d'être respecté, d'être reconnu, d'avoir une forte confiance à la fois dans le gouvernement régional et dans le gouvernement central. La confiance politique est importante ici également pour le fonctionnement de ce système. Et il est important de savoir pour la confiance politique la répartition des compétences, quelles compétences vont rester centrales et quelles compétences seront déléguées au niveau régional. Les questions qui sont souvent posées sont quelle est votre confiance dans le gouvernement? Et souvent, on leur demande est-ce que vous leur faites confiance pour faire ceci ou cela? Et la confiance peut être différente s'il s'agit de décider des systèmes de retraite. Qui doit décider, le gouvernement fédéral ou régional? Et à qui est-ce que vous faites confiance pour décider des questions d'enseignement? La réponse peut être différente. Alors, ce qui est frappant, c'est que si on regarde la définition de la cohésion, à ce moment-là, on peut voir qu'il y a une certaine ressemblance avec la définition du digne de confiance. Le digne de confiance, c'est difficile. On peut l'observer s'il y a de la confiance ou pas, mais c'est très difficile de susciter cette confiance à l'exception du digne de confiance. Donc les gens peuvent faire confiance à cause de la personnalité ou de certaines conditions, et parce qu'ils pensent que la personne à qui ils font confiance est digne de confiance. Les scientifiques dans le domaine politique, les constitutionnalistes, disent on peut faire quelque chose avec les institutions, on peut les organiser d'une certaine manière. Et les éléments du digne de confiance, la bienveillance, l'intégrité, la capacité, si on regarde ce que cela signifie, la bienveillance, c'est la considération des besoins et des intérêts des personnes qui vous font confiance. Vous faites confiance aux autres parce que vous pensez que cette personne vous connaît, sait de quoi vous avez besoin, ce que vous voulez, et va en tenir compte. Si on regarde la cohésion, il s'agit également de tenir compte des besoins particuliers de l'entité territoriale et d'en tenir compte. L'autre chose, c'est l'intégrité. L'intégrité concerne les valeurs partagées. On se fait confiance parce qu'on sait que la décision qui sera prise sur la base de valeurs que nous partageons. Et les valeurs partagées, c'est quelque chose qui est important également pour maintenir la cohésion avec le système.
Alors, ce que l'on a découvert dans un projet que nous déroulons ici, et nous avons beaucoup travaillé là-dessus, ce qu'on a découvert, c'est que si les gens font confiance, est-ce qu'ils font confiance au gouvernement régional en temps de crise et au gouvernement central, le niveau européen jusqu'au niveau local? Si on regarde ceux qui font confiance, le moins confiance au gouvernement, est-ce qu'ils vont faire plus confiance si cette entité collabore avec d'autres? Ça n'a pas beaucoup d'importance si on fait déjà confiance à ce gouvernement, mais si vous ne faites pas confiance à ce gouvernement et qu'il collabore avec une autre entité, il y a davantage de confiance. Donc cela pourrait être une indication qu'il y a quelque chose là, que la cohésion, la collaboration et faire les choses ensemble dans le respect, dans la confiance sont liés quelque part. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce résultat? Alors, on ne sait pas avec certitude, mais une explication pourrait être que c'est lié à la capacité. C'est un signe que les entités d'élite se basent sur les capacités d'autres entités et qu'on ne leur fait pas confiance parce qu'on pensait qu'ils n'étaient pas capables, mais également à cause de la bienveillance, il y a des signes que les besoins, les intérêts de l'autre entité sont respectés parce que vous consultez une autre entité. Et le dernier type de confiance, c'est la confiance dans les élites politiques, entre les élites politiques. Et on a ce document par Eric Gagnon qui sur la confiance en tant que valeur fédérale, et ils disent qu'on se base sur l'intégrité des deux et l'engagement général pour maintenir le partenariat et le sentiment de confiance que même si on n'est pas d'accord sur tout, qu'au moins on pense que tout est fait de bonne foi. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec la conception fédérale? Mon intuition me dit que si les élites politiques se font confiance, à ce moment-là, on peut avoir un système avec des compétences partagées, avec un système, avec un processus décisionnel très inclusif, de la cohésion, on se fait confiance, on collabore. Si ça n'est pas le cas, à ce moment-là, ces instruments pourrait avoir un effet négatif principalement sur le fait qu'on ne va pas pouvoir parvenir à un accord et on reste bloqué. Et dans ce cas-là, on a un système avec des compétences exclusives qui sont soit très centralisées, il y a un acteur central dominant, ou alors très décentralisé, dans le cas de la Belgique par exemple. Et cela veut dire que c'est plutôt la confiance entre les élites politiques, bien plus que la confiance sociale, qui détermine la conception du système, parce que ce sont eux, en fait, qui décident de ce que seront les institutions du système fédéral et comment cela sera organisé. Alors, ce que l'on voit, par exemple, dans le cas de la Belgique, c'est qu'effectivement, il n'y a pas toujours de cohérence, correspondance entre la cohésion sociale et la confiance sociale, comment les gens se font confiance et dans quelle mesure ils pensent faire partie d'un tout, sentiment d'appartenance, et la cohésion qui se trouve dans le système fédéral d'un autre côté, qui pourrait être un signe que la confiance politique ou le manque de confiance politique entre les élites politiques est un plus grand déterminant. Donc voilà quelques hypothèses que j'ai formulées, mais je vais les sauter. Est-ce que j'ai encore le temps pour la dernière partie? Il vous reste 3 minutes. 3 minutes. Donc, alors, les obligations légales.
Est-ce qu'on peut ajouter une obligation légale si c'est tellement important pour le fonctionnement du système? Ce que l'on voit, c'est que on le met dans la Constitution en tant qu'obligation. Par exemple, la Constitution d'Afrique du Sud a cela. Toutes les sphères du gouvernement doivent fonctionner en confiance mutuelle, doivent se faire confiance. Même chose pour l'Union européenne. Nous avons le principe de confiance mutuelle. Ça n'est pas inscrit dans le traité, mais la Cour de justice a dit que c'est un principe très important et que nous devons agir conformément à cela. Par exemple, dans le cas du mandat d'arrêt européen, il est obligatoire pour les autorités judiciaires des États membres de faire certaines choses comme s'ils se faisaient confiance. Donc, on n'a pas d'obligation juridique de faire confiance, mais on peut avoir une obligation juridique de faire comme si on faisait confiance à l'autre entité. Alors, est-ce que c'est raisonnable? Et je ne vais pas parcourir tout ce que j'avais parce que je n'ai pas le temps. Vous pouvez prendre encore quelques minutes. Je peux, d'accord. Bien, je ne vais pas prendre trop de votre temps, mais ce que l'on voit dans la jurisprudence de la Cour de justice, c'est que pour faire une exception, par exemple, il y a des exemples pour la Pologne. Lorsque c'était encore un système libéral, on ne veut pas envoyer quelqu'un là-bas parce que on ne fait pas confiance au système judiciaire, on ne fait pas confiance aux cours pour agir dans le respect des droits fondamentaux. Même chose pour la Hongrie maintenant. Alors, ce que dit la Cour de justice, c'est que tout d'abord, la première étape, c'est y a-t-il des objectifs fiables et des informations qui ont bien été mises à jour sur ce système et qui vous montrent qu'il y a un risque de traitement inhumain ou dégradant. Deuxième étape, est-ce qu'il y a des motifs qui permettent de penser que dans ce cas précis, la personne concernée serait exposée à ce risque? Donc l'avocat général dans l'affaire pour la Belgique en disant que même en supposant qu'en Pologne, il y a un risque réel de déni de justice flagrant, donc la première étape, on ne peut pas dire que cela veut dire qu'aucune cour polonaise ne sera capable d'entendre cette affaire conformément au deuxième paragraphe de l'article. Donc qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la confiance se fait à plusieurs niveaux également, pas seulement au niveau des systèmes politiques. La confiance est à plusieurs niveaux. Cela veut dire qu'on fait confiance à un système, une organisation, et on fait confiance à des personnes individuellement. Et tout cela a un impact l'un sur l'autre. Cela veut dire qu'une personne peut être ce qu'on appelait hier le boundary spanner, ou alors, en tant qu'organisation, on peut faire confiance à l'organisation ou à une personne, et donc on fait confiance à l'organisation. Quoi qu'il en soit, si on ne fait pas confiance au système, il est très probable qu'on ne va pas faire confiance à l'organisation et que le juge qui travaille dans cette organisation ne lui fera pas confiance non plus. Et donc, dans une approche de confiance, ça n'est pas le raisonnement qui tient la route. Le raisonnement doit être, si la première étape est vraiment claire et qu'il y a un véritable risque d'injustice, si on ne veut pas envoyer des gens, on ne va pas envoyer des gens là-bas. Donc la conclusion est, si on veut vraiment avoir un système fédéral basé sur la confiance mutuelle, vous devez organiser votre système de telle manière que vous pourrez vous faire confiance, c'est-à-dire que vous devez prendre au sérieux les valeurs partagées et comment elles sont mises en œuvre. Je crois que ça, c'est une grosse difficulté pour l'Union européenne parce que d'un côté, on accepte l'identité constitutionnelle, la variété, les différences entre les différentes entités et en même temps, il faut qu'il y ait une certaine pensée commune
sous forme de valeur. Et il faut travailler là-dessus, il faut travailler sur les signes du digne de confiance avant de pouvoir dire oui, maintenant vous devez agir comme si vous faisiez confiance à l'autre. Voilà, merci.